Ok. Voilà, ça finit de manière un peu rock and roll. Donc l'idée c'est de pouvoir discuter tranquillement et le plus librement possible du film. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre la parole, que ce soit pour poser des questions, on essaiera d'y répondre, mais surtout aussi pour réagir, donner votre avis, savoir comment voilà vous avez vécu tout ce qui s'est passé dans ce film qui est extrêmement riche dans sa texture, dans ses discours, dans tout un tas de choses. Faut qu'on inverse. Ok, on inverse, pardon, c'est l'habitude. Tac, c'est mieux comme ça. Parfait. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre la parole. Est-ce que comme ça, à chaud, je sais que c'est jamais très simple, mais est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous aurait envie de réagir un peu sur ce qu'il a vécu à travers ce film? On vous laisse redescendre un petit peu. On va commencer tous les deux, puis ça donne un peu envie de tout casser à la fin, donc c'est vrai que... C'est ça, exactement. Du coup, tu disais en intro que pour toi, c'était un film qui t'avait paru important quand tu l'avais vu la première fois. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce qui, toi, te marque particulièrement dans ce film? Oui, ouais, je voulais peut-être poursuivre un petit peu un petit peu la présentation, si ça vous va, rapide, enfin, sans vous ennuyer bien sûr. Et l'important c'est qu'on ait aussi un échange avec vous, mais peut-être voilà de parler justement de comment s'est fait un petit peu ce film. Donc ce que vous avez vu là, c'est que des images d'archives évidemment. Donc tout ça a été récolté, ça a été un gros travail qui a été fait avec différentes plateformes, différentes sources, différentes façons de faire des recherches, etc. Et donc c'est le réalisateur du coup mal avec les noms ce soir, je suis désolée, c'est la fatigue. Jean-Gabriel Perriot, qui donc du coup a réuni tout ça et donc qui s'est basé, voilà, donc effectivement vous l'avez compris, sur donc le livre de Didier Ribon qui s'appelle Retour à Reims. Et donc en fait la voix off que vous entendiez, c'était des extraits donc de ce livre. Je pense que voilà vous l'aviez compris. Et en fait ça s'appelle aussi Fragment parce que en fait il choisit de prendre de ce livre que la partie on va faire l'histoire du monde ouvrier blanc. En tout cas cette histoire-là, et aussi comment est-ce qu'elle passe effectivement du communisme au vote Front National. Et donc c'est très spécifique. Et en fait dans ce livre Retour à Reims, il y a aussi tout un discours par exemple sur l'homosexualité de l'auteur, le rapport qu'il a justement avec son père, très homophobe, voilà le racisme de sa mère, etc. Enfin il y a toute une partie qui justement n'est pas traitée dans ce documentaire, et c'est voulu. Et l'auteur n'a pas regardé le film avant qu'il soit terminé. Mais voilà, de temps en temps quand même, je sais que le réalisateur voilà lui demandait quelques conseils, et voilà, donc c'est ce qui a donné ce film à la fin, qui donc finalement aussi est très autobiographique parce que et l'auteur et le réalisateur viennent tous deux du même milieu social, même si voilà, ils ont des parcours assez différents, mais quand même, ils sont aussi tous les deux des transfuges de classe, puisqu'aujourd'hui c'est quand même tous les deux des intellectuels et artistes qui sont reconnus. Et donc qui viennent de familles populaires blanches, voilà, qui sont passées ou non par une politisation, qui ont vécu ou non justement ce rapport avec le parti communiste extrêmement fort, qui aujourd'hui donc dont il reste plus grand chose. Et voilà, et ce basculement aussi, comment ça se fait que le racisme d'un coup, qui a toujours été là, et même encore plus fort avant, mais comment se fait-il que d'un coup il a pris place à ce point dans les pensées aussi de qui vont être les porte-paroles des classes populaires, et pourquoi les porte-paroles des classes populaires aujourd'hui sont ces personnes, voilà, notamment du Front National, du Rassemblement National. Donc ça, effectivement, ça nous rappelle bien tous les éléments dont il faut avoir en tête. On pourrait rajouter, vous avez dû remarquer aussi que la voix off était donc faite par Adèle Haenel, qui est aussi une comédienne pas mal à l'image du film aussi, qui a eu un parcours de comédienne extrêmement cinéma d'auteur, etc. Et puis qui à un moment a décidé, notamment lié à un passé compliqué avec des réalisateurs, de passer sur quelque chose de très politique. Donc je trouve que ça a pas mal de sens aussi que ça soit elles qui prennent la parole et qui finalement aussi prennent la voix, effectivement le livre dans mes souvenirs et à la première personne. Donc c'est vraiment Didier Ribon qui parle de son propre parcours. Du coup là ça fait un petit décalage. Le fait que ce soit une voix féminine aussi, et la place des femmes dans le film aussi est quand même une grande importance, effectivement, dans
dans le livre, il parle beaucoup de parcours de sa grand-mère, comme on voit, et ensuite de sa mère, et beaucoup moins de son père. Et donc effectivement aussi le fait d'avoir choisi une voix féminine. Le réalisateur disait aussi que Adèle Haenel avait aussi une voix peut-être un petit peu plus, lui disait un peu rocailleuse, enfin moins une voix de radio, lycée, etc., qui lui plaisait bien aussi. Et effectivement, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui change pas mal par rapport au film, par rapport au livre, c'est effectivement la focale faite sur le parcours de ces femmes, à travers la voix d'Adèle Haenel, mais aussi à travers les archives, qui a dû être un travail absolument gigantesque pour arriver à trouver ces séquences qui sont souvent assez étonnantes et qui effectivement vont renforcer, je trouve, ce parcours-là, quoi. C'est cette tonalité plus féminine dans le portrait qu'on nous fait de la classe ouvrière. C'est vrai que l'auteur donc de Retour à Reims, lui, il est principalement connu. Il a fait énormément de choses. Il est reconnu à l'international, etc. Mais aussi très connu pour avoir fait de la sociologie de l'homosexualité. Il a fait de nombreux travaux, des livres, des séminaires, des colloques, etc. Et donc c'est vrai, et il a traité toutes sortes d'autres thèmes. Effectivement, en fait, Retour à Reims, c'est aussi intéressant par rapport à son travail parce que ça, à la fois lui, donc encore une fois, voilà, c'est pas ce qu'on voit effectivement dans le film, mais je pense que c'est intéressant d'en parler quand même parce que voilà, ça fait partie des travaux importants et reconnus dans le temps et puis dans le monde. Et donc c'est vrai que dans Retour à Reims, il y a donc effectivement aussi tout ce rapport avec donc du coup de la famille et justement le rapport. Enfin là, le film a un discours assez féministe. A quand même on suit effectivement ces parcours de femmes, etc. La lutte des femmes, est mise en avant. On parle de l'avortement, on parle des différents droits ou des différentes violences qui sont subies, etc. Et donc ça, c'est un choix plutôt effectivement du réalisateur, mais il y a pardon, je m'embrouille les pinceaux là où j'allais à la fin. Ah oui, pardon. Je voulais dire une anecdote aussi par rapport à cette représentation des femmes. Par exemple, le réalisateur expliquait qu'il y a là tout ce qui est montré, c'est des archives qu'il a trouvées, mais évidemment, il y a toutes les archives qu'il a jamais pu trouver. Et il expliquait par exemple qu'il était presque impossible de trouver des images de femmes de ménage avant les années 2000. Et que c'était assez impressionnant en fait de se rendre compte qu'il y a énormément de travaux qui étaient réalisés donc par des femmes, énormément de femmes et souvent des femmes non blanches qui du coup étaient très importants et dans le quotidien, etc. C'était un travail qui n'a presque jamais été filmé avant les années 2000, qui est complètement invisibilisé et donc aussi qu'il y avait des archives parfois qui ont disparu et qui font que voilà, on a beaucoup de représentations des hommes à l'usine, on a beaucoup de représentations des femmes, notamment par exemple la scène dans la conserverie de poissons, enfin voilà. Et mais effectivement, il y a aussi tout un pan en fait de la vie ouvrière et du travail domestique ou du travail des femmes qui est finalement dont on n'a aucune archive et pas de traces historiques, audiovisuelles, quoi. Donc c'est je te pose une question, mais après je vais mettre l'autre micro. D'où le fait que ça passe aussi beaucoup par la question de la fiction. C'est-à-dire, j'imagine que dans les moments où il n'a pas forcément réussi à trouver les archives, les films peut-être réussissaient un peu par la bande à nous montrer quelque chose. Moi, ce qui me marque aussi pas mal dans la fiction, c'est qu'on voit à quel point les stéréotypes en fait sont systématiquement remis à travers la fiction, où on voit bien voilà toutes ces images un peu clichés, au contraire des images documentaires qui je trouve sont souvent assez marquantes et même assez bouleversantes, parce qu'on a souvent un discours qui est tenu notamment par les femmes et puis leur visage qui a l'air de dire presque l'inverse. Oui, je vais pouvoir changer. À la fois, il y a une espèce d'énorme tristesse dans le regard. Il y a souvent des scènes comme ça où je trouve que le documentaire arrive finalement à nous montrer quelque chose de beaucoup plus ambigu que la fiction. Par exemple, la fiction, je m'arrête là-dessus, mais on voit à un moment le patron qui dit je voulais avoir un verre à moitié plein et pas à moitié vide, et avec les deux verres. Et puis voilà, la scène de drague ultra relou. Enfin voilà, là on est vraiment dans le cliché. Et je trouve que souvent la fiction est dans le cliché et dans le documentaire va nous montrer une sorte d'ambiguïté. Donc je sais pas ce que tu as pensé un peu du travail sur les archives et je te laisse la parole le temps que je mette un micro. Non, ça c'est super intéressant aussi parce que donc comme je vous disais, donc il a récupéré, vous l'avez vu aussi, donc énormément d'archives de toutes sortes. Ça peut être des émissions de télévision, de la fiction, du documentaire, etc.
Et c'est vrai que donc en fait lui il travaille avec les archives et depuis très longtemps. Il avait commencé, il travaillait au Centre Pompidou à la base. Il faisait des petits films pour faire des présentations, etc. Et puis il avait accès à beaucoup d'archives et donc du coup c'est vrai que donc le réalisateur Perriot, il a beaucoup joué avec tout ça, avec le montage. Il pense que le montage c'est quelque chose qui est très politique. Normalement, il n'y a pas de voix off dans ces films. La plupart de ces films, en principe, c'est que des images. Alors, je ne sais pas si vous connaissez certains de ces films avant celui-ci. Il y a Une jeunesse allemande qui est assez connue, puis sinon il y en a un, vous savez peut-être pas que c'est lui qui l'a réalisé, qui est souvent montré dans les collèges et lycées. Qui s'appelle, là pareil, les noms, je suis vraiment désolée ce soir, mais je crois que c'était Fut-elle criminel, quelque chose comme ça. Alors en tout cas, en fait, on en a vu un petit extrait là, ça vous a peut-être rappelé des souvenirs, je sais pas. C'est ces fameuses images des femmes qu'on a tondues à la Libération, voilà, qui le film, le court métrage se termine où elles ont des croix gammées sur le front, etc. C'est un court-métrage assez connu, des images assez connues qu'on voit souvent. Et donc ça, c'est lui, on a fait un court-métrage avec des images de guerre avant et tout ça. Et donc voilà, c'est une des choses marquantes qu'il a fait. Et lui, en fait, voilà, joue avec les archives, avec le documentaire. Et très souvent, il n'y a pas de voix off. Normalement, c'est vraiment juste, voilà, lui-même dit que comme il vient d'un milieu ouvrier, il n'avait pas envie d'utiliser le langage parce qu'il se sentait pas assez légitime, mais que avec les images et le montage, justement, ça lui permettait de transmettre autre chose et de faire aussi du cinéma politique. Et voilà, comme il s'inspire évidemment, enfin voilà, aussi des documentaristes un petit peu des années 60-70, Chris Marker, Jean Rouge, d'essayer de faire aussi, de retranscrire des choses en mélangeant un petit peu l'histoire, la mémoire, le rapport entre la violence et l'histoire. Et donc c'est vrai que ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé par rapport à ça, mais d'aborder l'histoire de cette façon-là, sans justement qu'il y ait une voix off qui soit chronologique, etc., et d'utiliser toutes sortes de matériaux. Voilà. Alors, est-ce que de votre côté, vous auriez envie de réagir, de prendre la parole? C'est la première parole qui compte. Est-ce que ça vous a plu peut-être ou pas du tout? Vous avez laissé pantois. Un pouce s'est levé. Il y en a que ça a plu. Ouais. Alors vas-y, on t'écoute. N'hésite pas à parler bien bien fort. Alors du coup, le livre, il vient dans le grand détail, mais c'est vrai que le film, ils sont obligés d'aller un peu vite. Mais du coup, ça serait quoi, effectivement, les éléments qui occasionnent cette bascule? Ce serait peut-être un peu long et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui font que voilà la trahison de la gauche, pour refaire, je pense, toute une soirée là-dessus. Par exemple, ce qui est intéressant dans le film, c'est ce moment où il y a le discours de Georges Marchais, par exemple. Il dit lui aussi que finalement les immigrés sont responsables de la montée du chômage. C'est aussi quelque chose de, en fait, l'accompagnement du discours des communistes avec le discours de la droite et de l'extrême droite et toutes ces formes de trahison, de délaisser en fait complètement ces personnes qui en fait, comme c'est un peu expliqué même concrètement expliqué dans le film, c'était à ce moment-là à Reims, pour la plupart des ouvriers blancs, le Parti communiste, c'était vraiment considéré comme une famille. C'était vraiment considéré comme que c'était pas juste un moment politique de temps en temps. C'était, je crois qu'il dit, on essaie quand au moment où on venait au monde, on était ouvrier, on était communiste, et c'était naturel en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît complètement justement contre, enfin. Comment dire, contre-intuitif, ouais, c'est vrai que voilà, exactement, de se dire que justement la classe ouvrière, évidemment, la classe ouvrière, faut toujours faire très attention. Les ouvriers sont jamais, il y a des ouvriers de gauche et de droite comme il y a des bourgeois de gauche et de droite. C'est vrai qu'il faut sortir de ces images-là, enfin, de ces clichés-là. Et donc, mais voilà, qu'une partie, en tout cas, des ouvriers se tourne vers, du coup, un vote, voilà, de préférence nationale, donc qui sous-entend une forme de racisme, qui effectivement, comme c'est dit aussi un petit peu à la fin, donne le sentiment aux gens que ils sont, oui, certes, ils sont dans les classes les plus basses, mais il y aura toujours des personnes encore en dessous d'eux, et donc qu'ils sont pas les derniers, quoi.
Mais bon, enfin voilà. Après, c'est vrai que c'est des questions politiques très amples, mais en tout cas, voilà, pour essayer de me baser un peu sur ce qu'on voit sur le film, c'est ce que je pourrais dire. Après, peut-être aussi, juste pour compléter, je vous donne la parole. Moi, il y a une phrase qui me plaît beaucoup dans le film, c'est il dit mon grand-père, je crois, ou mon père, il commençait souvent les phrases par nous les ouvriers, donc avec vraiment un sentiment d'appartenance forte. Et aussi, il me semble que ce qui se dit beaucoup dans cette bascule d'une classe ouvrière qui votait majoritairement au Parti communiste, ou en tout cas qui se sentait appartenant à quelque chose qui est moins dans un deuxième temps, c'est aussi le passage des usines où il y avait énormément d'ouvriers qui étaient rassemblés sur des mêmes sites de production et avec, malgré tout, quand bien même c'était dur, critiquable, etc., bah eux, ça leur permettait une sociabilisation très forte. Il y a un autre point aussi où il y en a un qui dit bah, j'étais pote avec un Algérien, puis on allait boire un coup, puis en fait on a discuté, et puis voilà, enfin voilà, toute cette sociabilisation aussi qui semblait très importante, même si elle pouvait avoir de fortes limites. Le moment où ils boivent des coups juste entre hommes, c'est un peu voilà glaçant. Mais voilà, en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y avait cette capacité-là à générer de la sociabilisation par rapport à un monde de l'industrie ou de l'économie globale qui est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus morcelé. Et il me semble que c'est une vraie question maintenant aussi dans les luttes. C'est comment ces gens qui peuvent être ubérisés, pour le dire très vite, bah, ont des fois un peu de mal à se rassembler et à se retrouver autour de grandes questions, quoi. Le recul des syndicats aussi dans les campagnes, ouais. Vraiment très très fort, où finalement ça devient de plus en plus compliqué justement. Enfin maintenant, souvent on dit voilà que dans les campagnes il y a plutôt des petites entreprises et où il n'y a pas possibilité de se syndiquer, où il y a un rapport très fort avec ton patron qui est finalement un petit patron, etc. Alors que dans les villes ça reste un peu plus présent, on va dire, mais effectivement le recul quand même voilà de la possibilité d'avoir accès aux informations et d'aller vers les syndicats a quand même beaucoup changé, quoi. Alors, vous vouliez prendre la parole là. Vas-y. Ok. Vous m'entendez ? Je ne vais pas faire de chanson, hein, promis. Je voulais juste rebondir sur la question du monsieur. Il me semble, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais qu'en 81, au moment de l'élection de Mitterrand, le Parti communiste était associé. Mitterrand, au sens, ils étaient associés au programme commun. En 83, il y a eu le grand virage libéral de Mitterrand, ça a été perçu comme une trahison. Et je pense que le Parti communiste a pu être associé à cette trahison, à ce moment-là. Et c'est aussi à partir de 83 où on arrête de parler de lutte des classes, c'est un peu dit dans le film, où on ne peut plus se considérer comme faisant partie d'une classe, ou pour faire corps, on décide de faire plus partie d'une nation, on se retrouve dans de droite ou d'extrême droite. Ça a aussi, selon moi, été accompagné par médiatique. Et je pense que ça contribue aussi à expliquer l'âge de certains à l'extrême droite et de cette détournée du Parti communiste. Non, mais c'est intéressant. Non, mais au contraire, n'hésitez pas. Il est sûr que ça aussi, c'est une très vaste question, le virage de la rigueur du Parti socialiste et donc des partis communistes qui étaient associés. Pour autant, on a aussi des fois un peu tendance à oublier que en 81, c'était une vraie question qui a pu poser un certain nombre de dilemmes à beaucoup de communistes. Parce qu'ils étaient quand même, ils avaient quand même un peu en tête que les socialistes avaient des fois tendance à ne pas aller dans le sens de ce qu'ils promettaient de manière à créer ce socle commun. Et puis après, bah, la question des médias, peut-être que toi, tu pourrais en parler presque trop longuement, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des bascules. Première apparition de Jean-Marie Le Pen à la télévision, 84 à l'heure de vérité. Voilà, ce serait Mitterrand qui aurait demandé à ce que Jean-Marie Le Pen soit invité à la télévision à une heure de grande écoute pour du coup faire perdre des voix à la droite. Très, très bonne stratégie. Et donc, il a fait un succès, il a fait le show comme pas possible. Il était interviewé par Alain Duhamel, qui est encore sur nos antennes d'ailleurs. Et donc, en tout cas, voilà, évidemment, c'est pas juste cette invitation à la télévision qui a fait tout le succès du Front National, mais disons que c'était, en tout cas, on leur ouvrait la porte pour la première fois et Mitterrand est responsable d'avoir ouvert cette porte-là. Et aujourd'hui, bah, on sait bien qu'il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne pour voir le Rassemblement National, Front National, absolument partout. Donc ça, c'était en 84, donc juste effectivement au même moment. Et voilà, ça allait très vite.
Oui, pardon. Vas-y, je dis continue. ça allait très vite et en même temps, je trouve que c'est assez intéressant aussi de voir un peu justement quelles sont toutes les étapes et quel est tout le processus. Et évidemment, ça reste, même s'il y a une envie, bien sûr, s'il y a un discours sociologique derrière, ça reste, on prend le point de vue d'une famille en particulier. Donc voilà, c'est pas non plus une étude universitaire, mais quand même d'aller chercher des raisons de pourquoi est-ce que cette famille-là, avec cette sociologie-là, vraiment voilà de la classe ouvrière blanche de Reims à ce moment-là. Pourquoi est-ce que il y a ce basculement qui est fait? Et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de dire ça prend en fait quand même du temps. Il y a plein d'étapes à passer, etc. Mais après bon, en même temps voilà, ce qui a été fait peut se défaire aussi. Donc peut-être qu'il faut du temps, mais en tout cas voilà, il est apparu. Le Front National, il peut peut-être aussi disparaître, mais ça prendra beaucoup de temps. Est-ce qu'il y aurait d'autres prises de parole, d'autres questions qui voudraient venir? Ouais. Alors. En réalité, c'est plus une remarque par rapport à un plan du film. Enfin, je sais que c'est un documentaire, donc parler de plan, c'est un peu différent, mais on va dire que comme c'est des archives, il y a certaines images qui sont quand même aussi assez marquantes, et je trouvais que ça allait bien avec ce qu'on disait, en fait. C'est justement celui où on voit Mitterrand, en fait, qui marche presque seul. Enfin, en tout cas, il y a une grande porte avec lui, mais qui marche seul jusqu'à. Je sais plus exactement ce que c'était, en fait, l'événement. C'est le Panthéon, ok, voilà, c'est ça. Et justement, avec tout ce qu'on disait, je trouvais que c'était assez marrant, comment on dirait presque une scène d'enterrement, en fait. Enfin, c'est un plan, on dirait qui justement, en plus, il parle de la trahison de la gauche à ce moment-là. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant d'avoir choisi un plan qui pouvait évoquer justement presque une sorte de fin, de mort, en fait. Il y avait quelque chose de mortuaire, en fait, dans le plan. Je trouvais que c'était intéressant, justement, voilà, le lien entre la voix et les plans d'archives. Voilà, c'était juste une remarque. Je sais pas si non, c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que ce 80 est même souvent montré en fait dans quelque chose de à la fois paradoxal puisque c'est censé être un moment festif pour un certain nombre de gens. Tu vois, là, tu parles effectivement de cette allée vers le Panthéon et à peu près au pourtour de ces images, on voit des gens qui dansent, mais dans une nuit très noire. Donc il y a aussi quelque chose d'un peu particulier. Je crois qu'il a plu énormément. Pardon. Ils sont déjà très méfiants. Ouais. Voilà, ils se réjouissent, mais ils y croient sans y croire. Voilà. Ou alors c'est des grands discours. Je vais conjuguer le verbe vivre à l'indicatif, au présent de l'indicatif. Donc c'est à la fois très beau et à la fois voilà. Et je crois qu'il a énormément plu dans le 80, le jour de l'élection. Enfin voilà, il y a quelque chose d'effectivement assez étrange. Surtout que maintenant on le voit après coup, donc on a encore plus cette teinte d'une sorte de trahison, ou en tous les cas on voit où ils veulent aller. Et puis effectivement, quand même le Parti socialiste est montré dans le film à travers notamment la figure de Jospin, dans ce discours ou Delors aussi, je crois, qui parle qui suis-je pour dire qui fait tel ou tel type de travail. C'est ce qui est quand même bon, une langue de bois assez terrible, quoi. Et alors, j'ai déjà oublié. Jospin, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, Jospin, il parle de faire payer, en fait, Ouais, voilà, il faut travailler, sinon c'est le déclin de la France et on va perdre par rapport aux autres, quoi. Toujours cette idée aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres prises de parole? Ouais, j'arrive. C'est vrai que c'est dur quand même d'illustrer justement toute la responsabilité de la gauche dans la montée de l'extrême droite et dans voilà tout ce qui peut arriver en ce moment. C'est vrai que c'est assez compliqué, je pense, de montrer ça. Et pardon, il y a quelqu'un qui... Ouais, moi, ce qui m'a particulièrement frappé, déjà, j'ai été très ému comme tout le monde, j'imagine. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'actualité de ce qu'on a pu voir encore. En fait, on pourrait se dire, vu que c'est juste une combinaison d'archives, on pourrait penser que c'est juste un voyage dans le temps et puis. Et je trouve que la situation politique actuelle dans sa globalité permet de faire retentir ce que j'ai vu là à l'écran de manière assez particulière quand même. Je pense qu'on est dans un moment où l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante, jamais aussi diffusée, n'a jamais autant bénéficié de temps d'antenne, même si on veut nous faire croire que tout le monde bénéficie des mêmes temps d'antenne. Il y a des heures où il y a plus d'audience. Qu'est-ce qu'on met aux heures où il y a de l'audience? Voilà. Même dans les mentalités, dans les cœurs, moi j'ai de plus en plus peur. Je pense que les gens de ma génération, c'est le cas aussi. Politise beaucoup. Je suis quand même content de voir qu'il y a des changements dans les consciences. On n'a pas les mêmes mentalités que nos parents, le même sexisme, etc.
conscience que le patriarcat était le complice du grand capital, etc. Mais quand même, quoi, genre, j'ai l'impression qu'il y a à la fois un message d'espoir et beaucoup de, je sais pas, de tristesse dans le film parce que on est 40 ans après la trahison de la gauche et elle continue de nous trahir. Donc, faut peut-être trouver des alternatives un peu plus puissantes que le vote, même si certaines ou certains ont encore foi en l'appareil du suffrage, ce qui pourrait se défendre et être compréhensible. Mais quelque chose qui a montré son inefficacité relative sur presque un siècle, c'est une remise en question à avoir. Après, moi, j'aimerais bien qu'on me réponde potentiellement et avoir des avis un peu divers sur ce que vous pensez de ça et de une applicabilité potentielle de ce qui est censé être transmis par ce qu'on a vu là, parce que je pense que c'est pas juste dire aux gens « Ah, regardez, vos ancêtres, ils galéraient, vous avez plus de chance maintenant, vous pouvez faire des études, même si vous êtes fille ou fils de pauvre. » Moi, c'est un peu mon cas. À un moment, ça a eu un retentissement perso, que ma mère est femme de ménage, et elle a déjà fait face, même quand j'étais petit, des fois, elle m'emmenait avec elle, quand il n'y avait pas école ou des trucs comme ça et tout. Et j'ai déjà vu la même scène, la bourgeoise qui lui dit attention à bien repasser ça la prochaine fois, et elle est encore femme de ménage aujourd'hui, elle reçoit encore des textos lunaires et de gens déconnectés, quoi. Et en fait, là, je trouve qu'on se divise de plus en plus, même dans ma génération surtout. Chacun est dans sa bulle, chacun fait son petit truc, self-made man ou self-made woman, moi je fais mon petit bail carré. On est déconnectés, alors que là, au moins, il y avait un sentiment avec les ouvriers de solidarité qu'on perd. On a gagné des choses, mais on en perd aussi. Et ouais, voilà, j'espère que quelqu'un me répondra. Ou... Je vais laisser quelqu'un répondre et je fais aussi le lien avec en ce moment ce qui se passe à Michelin et à Auchan. Voilà, de luttes ouvrières qui sont actuellement en ce moment, je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, où ça m'a fait penser aussi certaines images de lutte, comme tu dis, voilà, avec plus de... où ça crame un peu plus, et dans la grève et dans la lutte, qui soit pas juste en manifestation aussi. Et voilà, si jamais vous avez pas trop suivi l'actualité, là c'est encore des images d'ouvriers qui essayent de se battre. Et voilà, je laisse quelqu'un d'autre peut-être répondre à... Est-ce que quelqu'un voudrait réagir? Ouais. Bah oui, je veux bien réagir. Il y a deux petites choses, deux pans différents qui m'ont intrigué. Évidemment, déjà cette image que je sais plus lequel de vous deux a souligné tout à l'heure, des femmes tondues après la libération. Juste une toute petite réflexion, c'est le fait que, évidemment, je pense que j'en ai entendu parler, je savais que ça existait, etc., mais je m'étais jamais représenté, j'avais jamais vu d'image. Donc peut-être que c'est pas une balle perdue, ce sera une balle pour l'éducation nationale et la manière d'enseigner l'histoire. J'ai jamais vu de témoignages de ce point de vue-là, ni de documents historiques qui témoignent aussi genre de l'absurdité de la situation et de la violence, patriarcale. Je crois que c'est le terme qu'il faut employer pour ça. Ils étaient tondus parce que soupçonnés d'avoir couché avec l'occupant allemand. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce qui est dit dans le documentaire et aussi ce qui est dit dans d'autres films, dans le tas, il y avait des femmes où elles étaient vraiment juste soupçonnées. Il était fort possible qu'en fait, elles n'aient même pas couché avec l'occupant allemand. Et donc, toute la question derrière de est-ce qu'elle est vraiment coupable? Est-ce que, enfin voilà, toute une question un peu philosophique aussi de finalement ceux qui finissent par les humilier à la fin, est-ce qu'ils agissent pas un petit peu aussi comme des tortionnaires? Voilà. Carrément. Et en fait, moi, en le regardant, j'étais un peu en train d'essayer d'inverser la situation dans ma tête en me disant, admettons un mec qui aurait couché avec une Allemande, enfin, je sais pas, dans une situation un peu inverse. Et je me suis dit, non, en effet, c'est vraiment absurde et violent comme situation. Enfin, bref, ça a été, du coup, j'ai trouvé très chouette de voir ces images. Très chouette, entre guillemets. Très intéressant. Et l'autre dimension, c'est peut-être une dimension un peu plus critique sur le deuxième mouvement du documentaire, que je trouve très bien par ailleurs. Il y a, pour moi, des choses assez parcellaires, je sais pas, fragmentaires. Oui, fragmentaire, c'est le terme en plus qui est employé. Et notamment, c'est évoqué très rapidement le fait que on parlait de du passage du vote ouvrier justement sur l'extrême droite. Le fait que le vote ouvrier, c'est assez peu évoqué le fait qu'il y a moins d'ouvriers aujourd'hui qu'à une certaine époque, que les conditions de travail même des classes opprimées ont changé, même se sont beaucoup individualisées. Ça, c'est le terme qui est utilisé, je pense, à un moment du documentaire. Et je pense que c'est une donnée qui est assez importante, le fait que les conditions d'existence se sont beaucoup individualisées, qu'aujourd'hui un prolétaire, quelqu'un qui vit dans des conditions très précaires, ça peut être un entrepreneur,
Ça peut être, je pense aux personnes qui travaillent chez Deliveroo, ce genre d'entreprise, etc. Mais aussi dans plein d'autres contextes. En tout cas, ça me paraissait être un point important à soulever de ce point de vue-là. Peut-être réagir du coup un peu par rapport à tout ce qui s'est dit, notamment ce que tu disais sur l'évolution quand tu nous parles de ta mère qui du coup a vécu un peu ce qui a été vécu. C'est qu'effectivement, Héribon, il est quand même sociologue, donc il est là pour nous montrer des choses qui durent et qui demeurent. Et je suis très d'accord avec toi quand tu dis le risque de ce film, ça serait de se dire en fait c'était pire avant, donc finalement soyons déjà contents de ces évolutions. Quand en fait c'est des évolutions où si on n'a pas un sociologue qui travaille dessus ou une sociologue, peut-être que des fois c'est des fausses évolutions. J'imagine qu'il y a encore des fortes proportions de classes ouvrières sous-représentées. Par exemple, dans le dernier Rhinocéros où vous parlez de la sous-représentation des ouvriers dans les écoles de journalisme, etc. Enfin voilà, il y a des choses qui demeurent un peu longuement. Et chez les réalisateurs aussi, il y en a quand même très très peu. Et très souvent, ils sont d'ailleurs justement condamnés, même si là on est très content qu'il l'ait fait, mais à faire du documentaire ou des choses comme ça, parce que sinon il faut jouer le jeu de la bourgeoisie, avoir évidemment toute la force d'un capital social, etc., pour pouvoir accéder à la possibilité de s'exprimer, que ce soit voilà effectivement dans le journalisme, dans les médias, au cinéma, et enfin tout ce genre de choses. C'est vrai que c'est intéressant aussi parce que voilà c'est donc le texte d'Héribon qui est un sociologue issu de classes précaires, fait par un réalisateur issu de classes précaires aussi, et à la fin ça donne du coup un documentaire qui, voilà effectivement c'est pas film de fiction avec énormément. Bon, il a été récompensé, il a eu le César, il me semble, du meilleur film documentaire en 2023. Je dis pas de bêtises. Mais autrement, c'est vrai qu'en principe, ceux qui ont la possibilité de s'exprimer, malheureusement, c'est toujours les mêmes classes sociales, c'est toujours très blanc, et c'est vrai que c'est assez rare quand même de trouver d'autres discours, et notamment dans l'audiovisuel, où pour le coup, beaucoup des hommes aussi, évidemment, enfin toujours un petit peu les mêmes catégories. Voilà. Mais effectivement, chez les journalistes, c'est pareil, toujours beaucoup le même profil, quoi. Et après, pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur notamment la représentation des femmes tondues. Alors, tu parlais de ce court-métrage qu'il a réalisé avant. Si vous avez l'occasion de le voir, alors faut vraiment être très accroché. Parce que moi, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça dure 12 minutes, je crois. Enfin, c'est assez court. Et c'est vraiment d'une violence folle de se rendre compte de cette horrible honte qu'on peut avoir à voir ces images. Et malgré tout, voilà, quand tu dis que ça c'est marquant et que toi ça voilà, t'as vu ça, chose que tu n'avais jamais vue, ça vient poser la question du film en tant que tel, parce qu'on pourrait se dire, en fait, le livre existe déjà. À quoi bon faire un documentaire sur ce livre? Et en fait, je trouve que ça permet ça. Ça permet d'éprouver des choses, enfin, en tous les cas, en s'identifiant, des choses qu'on va voir à l'image. Il y a un moment, il y a un représentant syndical, je crois, qui dit je vais vous parler de choses que si vous n'avez pas été ouvrier, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, je pense que c'est assez vrai. Moi, j'ai jamais bossé à l'usine, donc il y a des choses que je comprends pas. Mais malgré tout, l'image nous permet de mieux en appréhender quelque chose, je trouve. Je trouve que c'est une des forces du documentaire. Parce que tu en penses voilà, à quoi sert un documentaire si un livre existe déjà, quoi. Ouais, tout à fait. Ça permet de montrer. Évidemment, quand on voit les images des personnes dans les usines, on voit les corps. Alors, moi, pour le coup, j'ai travaillé à l'usine. C'était plutôt un atelier, on va dire, mais j'ai fait du travail à la chaîne pendant 4 ans. Enfin voilà. Voilà, quand on voit ces images-là, j'avais l'impression que mes conditions effectivement étaient vachement mieux, alors qu'en fait pas du tout. C'est vrai qu'effectivement c'est un peu le piège de c'est peut-être mieux aujourd'hui. Oui bon, il y avait des accidents du travail atroces, c'était pas non plus. Mais c'est vrai que en tout cas, quand on voit l'image, on voit effectivement, c'est pas comme le lire dans un texte, quoi. On voit les corps qui travaillent, qui répètent. On voit, là, les jeunes femmes qui traînent les poissons. On a l'impression que ça fait 3 fois son poids. On sent bien. D'ailleurs, la voix off qui dit les pieds dans l'eau et les mains dans la glace. Et c'est vrai que c'est peut-être. Alors après, évidemment, il y a des textes qui sont capables de faire ressentir, toute l'horreur ou la difficulté du monde du travail, les complications dans le monde ouvrier, tout ça.
c'est vrai que l'image, ça permet de montrer autre chose. Puis je sais pas si ça vous le fait aussi, mais après voilà, tout dépend des générations et tout ça. Mais peut-être de penser à vos grands-parents, vos parents, vos arrière-grands-parents, enfin et de voir, peut-être que ça vous a rappelé, je sais pas, des albums photos, des histoires qu'on vous a racontées, etc. Enfin, c'est aussi un imaginaire qui, je pense, nous parle pas mal, parce que si je dis pas de bêtises, Héribon, il a la cinquantaine, quelque chose. Il doit être un peu plus vieux, mais voilà. Ouais. Ok. Disons 60, 65. En tout cas, disons que 71. 71. Voilà. Bon, je suis gentil. Il les fait pas. Il les fait pas. Mais donc c'est vrai que, en tout cas, on peut s'imaginer que ce soit lui, son enfance, sa mère ou sa grand-mère. Enfin, on peut tous plus ou moins s'identifier, parce que c'est pas un passé lointain, etc. Et c'est des images des imaginaires qu'on a un petit peu nous. Et donc c'est vrai que pouvoir le voir, pouvoir voir toutes ces images là, peut-être que ça parle un petit peu à chacun d'entre nous. Et effectivement, notamment si on a si on est nous-mêmes issus d'un milieu ouvrier, il y a quelque chose aussi de particulier. Et voilà, après je sais pas, par exemple, si vous, par exemple, dans vos familles ou vos proches, etc., il y avait aussi, si vous êtes issu d'un milieu ouvrier, s'il y avait aussi, par exemple, ce lien hyper fort avec le Parti communiste, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi un petit peu une partie de notre histoire qui, maintenant, voilà, beaucoup de choses ont changé. Après, c'est intéressant aussi que ça se passe à Reims. Bon, par exemple, moi, je connais pas du tout Reims. Donc, mais j'imagine que, voilà, dans beaucoup de régions, on peut trouver des histoires un peu similaires. Et, je sais pas, c'est un petit peu utiliser l'intime et l'universel. Enfin, c'est un peu cliché comme phrase que je dis, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant aussi, quoi. Quelqu'un qui raconte une histoire qui, finalement, peut-être qu'on se retrouve un petit peu tous là-dedans. Enfin, en tout cas, quand on fait un peu partie de la même catégorie sociale, quoi. Et quand on n'en faisait pas forcément partie, ce qui était plutôt mon cas, malgré tout, il y a quelque chose de fascinant, justement, oui, tout à fait. à découvrir des réalités qui, pour le coup, moi, ne faisaient pas partie de ma mémoire familiale. Et c'est l'image et la photo et les portraits et les personnes qui me permettent de rendre compte, d'autant plus à quel point c'est une classe extrêmement dominée. Et, enfin voilà, quelque chose de bien au niveau des tripes, quoi. Est-ce qu'il y aurait d'autres prises de parole? Je crois que tu as levé la main. Ouais. Surtout par rapport à ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai grandi dans une famille qui est plutôt ouvrière, sauf mes parents qui sont instits, qui étaient les seuls gens de gauche du coin, dans un bled qui est très largement raciste, les propos homophobes, machin, tout ce que j'en ai eu la pelletée. Mais ce qui fait qu'après, régulièrement, les gens comme moi font des études, s'installent en ville, trouvent d'autres gens comme eux et peuvent avoir un regard pas ouf sur leur terreau d'origine. Et ce film me rappelle pas mal ce que j'ai vécu en lisant un bouquin qui s'appelle Ceux qui restent, d'un autre sociologue, et qui, je trouve, a ce truc chouette de expliquer les mécaniques sociales et les évolutions politiques qui entraînent aussi le pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi le vote RN, pourquoi cet attachement justement à une forme de racisme, etc. Tout en rappelant que, en montrant pourquoi ça existe, ça montre aussi pourquoi, en miroir, par exemple, quelqu'un comme moi n'ait pas été dedans parce que n'étant pas quasiment au bout de la chaîne des violences de classe, j'avais pas besoin, par exemple, de me démarquer des chômeurs, des feignants, comme je l'entends régulièrement par là-bas quand j'y retourne, parce que je suis pas la personne juste derrière qui risque de prendre la place d'eux, qui est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant dans le bouquin et dans le film aussi, parce que à chaque fois, ils illustrent ces réalités-là, mais ils montrent d'où ça vient, ce qui fait que il y a tout de suite un effet de hop. Par contre, je t'arrête tout de suite. Regarde où t'es situé avant de te permettre d'être condescendant, et ça permet de condamner le discours qui est problématique sans condamner les gens comme si on avait une forme de supériorité morale. Et ça, je trouve que c'est deux œuvres qui sont aussi très utiles pour justement, puisqu'il y a un regard critique sur la gauche, ça lui permet aussi de se regarder un peu en face, et pas que côté dirigeant, mais aussi côté peut-être militant ou sympathisant. C'est vrai que c'est des personnes comme tu dis, enfin aussi, ils considèrent que de toute façon, il n'y a pas d'autre issue que le capitalisme, que de toute façon, on ne pourra pas sortir de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la révolution, le communisme, etc., c'est pas possible. Enfin, je reprends, voilà ce que tu disais, tu citais, donc c'est le livre de Benoît Coquart, Ceux qui restent.
Et du coup, un autre auteur dont on a beaucoup parlé cet été, Félicien Faury, qui parle du vote RN, mais plutôt du côté du sud-est, il me semble. Et bref, et effectivement, c'est ce truc-là de, en fait, nous avant les autres, et de toute façon, on pourra pas ni renverser le capitalisme, ni changer le système, ni c'est comme ça bougera pas. Donc, on va pas commencer à demander de la justice sociale et tout. On a compris qu'on était condamné à ça. Donc, quitte à être condamné à ça, et effectivement, on veut pas être les derniers sur l'échiquier. Et après, évidemment, que quand même la question du racisme, et ça qui est bien, voilà, qui est quelque chose enfin qui est au-delà de juste du vote RN, qui est quelque chose de toute façon qui fait partie de la société française, qui est on est vraiment un pays qui a eu toute une histoire évidemment, et puis bon, comme la plupart des pays blancs occidentaux, avec le racisme qui est quand même hyper forte. Et donc effectivement toute l'histoire tout le concept de la préférence nationale, etc., c'est aussi le truc de nous avant les autres. Ça veut quand même dire nous avec notre privilège blanc, et nous les pauvres blancs avant justement d'autres qui vont effectivement devoir être en dessous et devoir faire les besognes qu'on n'a pas envie de faire. Et effectivement, comme ils le disent dans le film, d'avoir ce sentiment de dignité, qu'on sera pas les derniers, qu'il y en aura toujours qui seront encore plus derrière nous. Et donc ce qui est absolument atroce, mais qui sont effectivement des discours qui imprègnent vraiment la société, et qui sont en plus dont on jette encore de l'huile sur le feu très régulièrement là-dessus. Et voilà, je sais plus où j'allais, mais c'est très bien. Est-ce qu'il y aurait encore peut-être une dernière prise de parole? Et voilà, je te donne la parole. Vu qu'on parle référence littéraire, il y a aussi le livre de Panayotis Pasco, La prochaine fois tu mordras la poussière, où il met chapitre par chapitre en parallèle sa vie de homosexuel parisien qui est chroniqueur à Quotidien, et les passages où il retourne chez son père qui habite entre Paris et la Bretagne, je me souviens plus précisément de où il habite, mais où il est obligé de dormir par terre à côté du poêle pour pas avoir froid. Et du coup, il y a vraiment cette différence de deux classes sociales qui se regardent et qui ont absolument rien à se dire. C'est d'ailleurs ça tout le sujet du début du livre. C'est que c'est son père et qu'ils ont grandi ensemble, et que du coup ils ont plus rien à se dire parce que lui, homosexuel parisien, qui accède à la gloire et à la célébrité, et il y a aussi toute cette partie d'homophobie intériorisée. Donc voilà, ça c'était pour la partie référence littéraire qui revenait bien avec ce que vous venez de dire avant. Et aussi moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est ce qui parle du physique, il parle du corps, et on parle beaucoup de l'ouvrier, c'est aussi un corps, c'est une masse, mais c'est aussi un corps individuel, et qui parle des douleurs, et notamment des douleurs de ces femmes. Et en fait, là, j'ai plus mes grands-mères, carrément, vraiment mes grands-mères qui ont été femmes de ménage pendant 40, 50 ans, et qui peuvent plus marcher, qui peuvent plus baisser comme il faut. Et moi, j'ai été femme de ménage aussi pendant 3 ans, et j'ai vu ce que ça a fait à mon corps. Alors certes que pendant 3 ans, pas pendant 40, certes en 2020, pas dans les années 70-80, mais voilà, c'était ça aussi qui était très intéressant, d'avoir cette mise en image, et pas juste par écrit, cette mise en image de comment le corps il bouge et comment le corps subit aussi cette violence-là. Est-ce que tu veux réagir? Non, je suis totalement d'accord. Et non, c'est sûr que il y a quand il parle d'épuisement, et à un moment donné, celui aussi qui est à la pêche et qui dit je peux pas parler avec mes enfants, il y a du bruit à l'usine, il y a du bruit à la maison, j'en peux plus. Enfin, j'arrive même plus à. Quand je réponds aux gens, je réponds machinalement, mais je sais même pas ce que je raconte, je sais même pas ce que je dis. Effectivement, tout le travail physique qu'on ressent dans le corps, et effectivement quand les gens le disent, et là aussi c'est vrai, quand on l'a pas vécu dans sa chair, c'est impossible de vraiment comprendre ce que c'est de l'épuisement, de pas pouvoir, d'être marqué vraiment par ça. Et donc c'est vrai que d'en avoir des témoignages, etc., que ce soit de sa propre famille ou grâce à un film et tout ça, c'est quand même assez important. Et c'est vrai que ça permet aussi de participer à parler de ces choses qui sont jamais dites. Comme on dit, c'est toujours les travailleurs sont les invisibles qu'on va jamais montrer, à qui on va jamais tendre le micro, ou alors ça va être toujours de façon très caricaturale, soit on va fétichiser le pauvre, peut-être avec le film de François Ruffin peut-être, et soit au contraire ça va être quelque chose où ça va être justement celui qui est en insécurité culturelle totale, qui est super raciste, super facho. Enfin, il y a toujours aussi un regard un peu sur la pauvreté assez particulière. Donc là, je trouve quand même que c'est assez bien fait, parce que justement on fétichise pas, on n'est pas dans le misérabilisme.
il y a quand même enfin voilà, je trouve que en tout cas c'est assez réussi de ce côté-là. Effectivement, ce dont tu parlais par rapport à, j'arrive jamais à le dire le nom, Panayotis Pasco, waouh, j'ai réussi. C'est la question du transfuge de classe, qui est effectivement une des autres veines très importantes dans le livre, que là on voit un tout petit peu par la bande, mais voilà, Eribon revient beaucoup là-dessus. Ça l'est dit un tout petit peu au début sur la difficulté de communiquer avec sa mère, et puis finalement sa mère qui va se livrer. Puis voilà, le film démarre. Dans le livre, c'est beaucoup plus déployé, et c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà, c'est comment cet homme qui est devenu un des plus grands intellectuels parisiens, très lié à Édouard Louis, à Geoffroy de la Cornerie, etc. Enfin voilà, il est vraiment dans un endroit très privilégié. Comment lui, il arrive à regarder sans oublier qu'il est devenu quelqu'un d'autre aussi. Donc voilà. Peut-être qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà un peu de temps et on veut pas que ça soit trop long pour vous. Déjà, je pense qu'on peut applaudir Loumi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Et puis ceux qui veulent continuer à discuter, le bar se rouvre et je vous prends encore 1 minute de votre attention. On va montrer un film qui s'appelle White Power, qui aura lieu le jeudi 19 décembre. Et là, pour le coup, c'est vraiment un film qui est une plongée dans le monde de l'extrême droite. Donc ça fait un peu continuité là-dedans et ça se fera avec Médiacité qui sont souvent des intervenants extrêmement intéressants. Donc voilà, si ça vous intéresse, White Power le 19 décembre. Et puis sinon, le bar rouvre, on peut continuer à en discuter. Merci beaucoup, à tout de suite ou à bientôt. Au revoir.